Gasolines étaient les pionnières. Je faisais partie de l'ambiance, dans les concerts, on allait dans les concerts, ils étaient là là où ça se passait, quoi. Ils arrivaient partout et ils désacralisaient tout. Ils m'amusaient parce qu'ils m'entraînaient dans leur délire. C'était tellement scandaleux de sortir en travesti, de dire j'ai le droit d'être ce que je suis. Les années 68, c'était une révolution masculine. C'était quand même du côté des hommes révolutionnaires. Et donc c'est plutôt en opposition en mai 68, mais pas d'une manière réactionnaire, plutôt pour essayer d'alimenter une révolution qui irait beaucoup plus loin que celle qui est contre le capitalisme. Et donc les féministes ont ajouté le patriarcat et les folles ont ajouté l'hétérosexualité. Ça a touché les homosexuels, mais on leur a pas donné l'occasion et l'opportunité de pouvoir en parler, quoi. Il y a eu évidemment un mouvement qui était beaucoup plus légitime au vu de tout le monde, c'était le mouvement féministe. Les femmes remettaient en cause la notion de patriarcat. À l'époque, c'était le vocabulaire, mais surtout la prédominance masculine ou la domination masculine. Les homosexuels sont venus en disant nous aussi, nous mettons en cause une certaine forme de masculinité. Ce qu'il fallait faire, c'était aller dans le courant féministe qui était la brèche pour une société plus libre. Les homosexuels devaient peut-être montrer une image de folle. Il y aura des revues intellectuelles, mais aussi des gens qui vont dire on en a marre et on veut être ce qu'on est, c'est ça. Et donc on a vu apparaître des travestis. De là va naître une scission tout de suite entre les gens qui ont envie de, je sais pas comment dire pour pas parler grossièrement, foutre la merde, faire éclater ces normes qu'on nous avait imposées. De l'autre côté, les gens qui tout de suite veulent devenir considérés comme les autres, ce qu'on va appeler un peu plus tard les gays, parce qu'à l'époque c'était les homosexuels. Et même lorsqu'il y avait eu celle de la Sorbonne en grève, le premier manifeste c'était marqué le manifeste des pédérastes, c'était pas le manifeste des homosexuels. Pédéraste, c'était employé ou péjorativement, un PD, mais les PD entre eux très souvent s'appelaient des PD. Il est PD, il est pas PD, c'est un PD. Oui, c'est très marrant. Et maintenant, on dit gay ou homo. Ce qui nous intéressait, c'était la folle attitude. Voilà. On aimait la personne parce qu'elle n'était pas comme les autres, parce qu'elle n'était pas gardienne d'une certaine masculinité, et parce que surtout, elle se moquait beaucoup des hétéros, ou elle se moquait de la façon dont les hommes ne supportent pas d'être pris pour des PD ou des choses comme ça. Ces individualités vont quand même pouvoir s'exprimer bizarrement dans les manifestations du 1er mai. Alors, les homosexuels qui vont devenir les gays vont rejoindre les syndicats, vont essayer de faire du lobbying parmi les institutions, tandis que les folles vont toujours dire « laissez-nous la paix, les PD qui veulent être normaux, ça ne nous intéresse pas ». Les homosexuels, en 72, ça montait en eux, parce qu'en 68, il y a eu cette révolution, mais qui n'était pas... Les homosexuels n'avaient rien à voir là-dedans. Donc ils ont commencé à se réveiller, à se dire « mais nous aussi, il faut qu'on ouvre notre clapet », puisqu'ils étaient si maltraités. Donc ils se sont retrouvés aux Beaux-Arts, aux réunions du Phare. Et là, ça fusait dans tous les coins, tout le monde faisait son... C'est même pas question de faire son coming out, c'était... être fier, c'était se révolter, mais non seulement avec des discours, mais avec leur personne. Donc ils ont commencé à se maquiller, à sortir dans les rues, maquiller, et peu à peu, progressivement, on s'habillait en femme. Et ça a toujours existé, sauf que dans les années 50 et 60, ça se faisait, mais en privé, ou le jour de carnaval. Parce que vous sortiez en femme en dehors des jours de carnaval, et la police vous arrêtait et vous mettez une amende. Après 68, il y avait des mouvements de libération de tout. Des femmes, des homosexuels, entre autres. Bon, il y a eu donc la création de du front du Phare, c'est-à-dire le front homosexuel de l'Action révolutionnaire, avec Guy Ockenghem, des gens comme ça. Et à l'intérieur donc, de ce mouvement qui était au départ peut-être un peu théoricien, un peu sérieux, il y a eu, automatiquement, dans la culture gay, il y a toujours pas mal de fantaisie, de glamour. Les Gasolines, je crois, voulaient justement remuer un peu le côté sérieux
des militants gauchistes et faire un peu d'animation, un peu de provocation pour les dérider un peu. Elles arrivaient en travelot. Est-ce que c'était sexuel? Je n'en sais rien. En tout cas, c'était pour dire nous n'acceptons pas le costume cravate. Nous n'acceptons pas le système travail-capital. Nous n'acceptons pas cette dualité que Foucault théorisera ensuite de ce lien difficile à dissoudre entre le dominant et le dominé. Les gasolines ont fait exploser tout ça. Et comme elles n'avaient pas un rond parce qu'elles étaient fauchées, parce qu'elles avaient 20 ans, 19 ans, elles étaient étudiantes et tout ça, la solution, c'était de dévaliser les puces de Montreuil et de trouver des petites chemisettes 50. Et elles lançaient, du coup, pour le coup, elles lançaient des styles. Moi, j'ai connu le Front homosexuel d'action révolutionnaire d'Aix-en-Provence. Dès que je suis arrivé en 72, c'est-à-dire quand les gasolines ont fait leurs éclats à Paris, mais j'ai connu leur nom et leur manifestation beaucoup plus tard, ou par l'intermédiaire d'une presse gay qui commençait à circuler sous le manteau, ou parmi les militants, comme le Fléau social, par exemple, de Alain Flegg, et des revues comme la revue Recherche, qui avait fait un numéro spécial qui s'appelle 3 milliards de pervers. On était le fer de lance, je dis quand même on par solidarité avec les gasolines, parce qu'on avait quand même la même sensibilité, on était le fer de lance d'une nouvelle visibilité. Voilà. Alors évidemment, c'était un peu spectaculaire, et puis il reste beaucoup d'images malgré tout, puisque en fait... Comme encore aujourd'hui, dans les Gay Pride, on retrouve surtout comme image à la télévision les folles et les travestis, parce que c'est du spectacle et que ça fait plaisir aux gens malgré tout. Je suis venu à Aix-en-Provence d'une manière qu'on pourrait dire aujourd'hui hétérosexuelle, parce que j'étais accompagné d'une fille dont j'étais amoureux, et je pense que c'était réciproque. Mais ensuite, j'étais un peu débordé par mes désirs, et comme c'était un peu contradictoire, j'ai fini par abandonner cette compagnie. Elle m'avait un peu encouragé d'ailleurs à aller avec mon premier amant, je crois. Mais elle n'était pas à l'aise avec moi de cette façon-là. Et beaucoup de personnes se disaient, j'aime bien les garçons, mais je suis avec une fille. Comment faire? Il n'y avait pas de modèle. Vous aviez le modèle de l'amour hétérosexuel. La femme inspirait l'amour. Et ensuite le désir homosexuel, qui était un désir de liberté puisque gratuit. Sans amour, seulement le plaisir. Ensuite, tout ça, ça va s'organiser commercialement, mais à l'époque, c'était pas vraiment ça. Donc, je rejoins le Front homosexuel d'action révolutionnaire. C'était marqué à l'entrée de la résidence universitaire. Je pense que j'ai encore en photo, salle 221, je crois. C'est ça. Et j'ai eu un émoi sexuel rien qu'à voir le mot phare, Front homosexuel. Mais c'était aussi visuel parce qu'ils avaient repris, ces gens-là que je ne connaissais pas à l'époque, une image qui était un phallus ailé, qu'on trouve au XVIIIe, certainement dans les cavernes. Mais j'aime bien cette image. Et donc, on allait dans ces réunions pour parler évidemment de révolution et rencontrer aussi des gens qu'on retrouvait dans notre lit ensuite, d'une manière très volontaire. Je peux dire que moi, j'ai été éduqué par des folles et j'avais 23, 24 ans. Donc, c'est pour dire que ça peut se transmettre, pas comme un virus, et que ça peut s'enseigner. Lorsque j'étais à Alger pendant la guerre, là j'étais adolescente, hein, mais j'étais déjà Marie-France en diable. Et donc je fuguais le dimanche après-midi ou les fins de journée de chez mes parents, et je retrouvais 2-3 personnages exubérants à Alger. C'était des garçons qui avaient 5-6 ans de plus que moi, ou 7 ans. Ils avaient déjà 22 ans, ils étaient instituteurs, mais ils étaient hystériques, ils s'habillaient en femme le dimanche. Et il y avait tous ces beaux parachutistes qui débarquaient pendant la guerre et qui affolaient toute cette jeunesse. Et elles avaient pris l'habitude de crier « bite ». Alors imaginez entre les bombes et les grenades, ces folles maquillées qui criaient « bite » de leur voiture en passant à toute allure, les gens étaient affolés. Voilà, ça faisait rire, c'était une espèce de soupape, parce qu'il y avait tellement d'angoisse, tellement c'est la guerre. Donc au moins en criant « bite », on riait.
Et moi, je ris, en tout cas, ça me faisait vraiment rire. Et donc, quand j'ai rencontré les Gasolines, je les ai trouvées un peu similaires à ces folles que j'avais rencontrées à Alger pendant la guerre. Et je leur ai dit « Bite !» Et elles ont adoré. Et après, c'était leur cri de guerre. Alors, elles rentraient, que ce soit dans les vernissages, ou des réunions, ou au Flore, ou n'importe où, toujours, elles surgissaient et elles criaient « Bite !» comme ça. Alors, évidemment, tout le monde était affolé de voir ces énergumènes crier « Bite !» comme ça. Donc, c'était un petit peu ma faute. Et c'est en ça que j'ai participé à leur folie. Cette horde sauvage, n'est-ce pas, avait le don de repérer avec beaucoup de clairvoyance ce qu'il y avait à faire. Ce qu'il y avait à ne pas faire, je n'étais pas là pour le voir. Mais ce qu'il y avait à faire, eux, ils étaient là. Et donc, les quelques fêtes innombrables que j'ai pu avoir chez moi, quand ça atteignait au-dessus d'un certain niveau sur l'échelle de je ne sais quoi, arrivaient les Gasolines, qui était la consécration de la fête réussie, et en général une tentative de sabotage de la dite fête. Parce qu'ils avaient différentes manies. Partout où ils arrivaient, ils hurlaient « Bite !» Et vous aviez une bande de 15 à 20 filles un peu étranges, parce qu'attention, c'était pas des simples transsexuels raffinés, genre Gay Pride maintenant, qui se la jouent, on est des femmes, etc. Non, 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 ils avaient dépassé ce stade depuis très longtemps, et ils avaient adopté la tenue grenouille de bénitier. C'est-à-dire jupe en bas, très longue, comme ça, tailleur années 40 étriqué, et chapeau à voilette avec un oiseau sur le chapeau, et etc. quoi. Donc, pas sexy, quoi, vous voyez. Alors, il y avait cette bande de pas sexy qui avait 18 ou 20 ans, je sais pas quoi, qui déboulait comme ça, en hurlant « Bite !» On ne pouvait rien faire contre les Gasolines. Les Gasolines, ça débarquait comme un vent de folie. Ils consommaient à outrance des litres d'éther. Ce qui fait que je recommandais toujours à mes copains de surtout pas allumer une cigarette quand ils venaient de passer, parce qu'il y avait un risque d'explosion, à mon avis. Il y avait un nuage d'éther qui traînait derrière eux. Et alors, ils carburaient à l'éther comme ça, je ne sais pas dans quelle mesure, et ils le sniffaient vraiment, c'était vraiment pour faire chier tout le monde. Elle voulait être rigolote, elle voulait être en même temps politisée, activiste, révolutionnaire et drôle. Ce qu'il n'y avait pas chez les autres, parce qu'il y avait tout le temps des manifs, c'était tout le temps au premier degré, ou alors des grandes réunions où tout le monde parlait, des discours qui n'en finissaient plus. Et voilà, et c'est justement ce qu'elles ont voulu changer. Elles ont voulu amener du rire un peu dans tout ça. Donc ils tapaient un peu comme un poignard dans le vide, quoi. Mais c'était toujours marrant, parce que leur intervention était fabuleuse. Puis quand ils voyaient qu'ils avaient traversé dans tous les sens le truc et tout, bon, ils se barraient en général. Et c'était fini, mais enfin ça avait été un peu la ponctuation de la soirée. Tout était tiède avant que les Gasolines arrivent. Hein. Voilà, même les cocktails. Alors évidemment, moi je fréquentais beaucoup plus les Gasolines pour les soirées de première, les vernissages et tout ça, que pour les manifestations. Hein? Voilà, je le faisais aussi, mais... Hein? Ils adoraient aller dans les vernissages. Les vernissages des années 70, déjà que c'est rasant et chiant maintenant, dans les années 70, c'était d'un pompeux, d'un chiant, les mecs se la jouaient, c'est nous les artistes, attention, l'œuvre d'art, etc. Ils s'amenaient dans le vernissage, le mec, je ne sais pas s'il se suicidait après ou pas, il détruisait tout. C'est-à-dire, le premier truc qu'ils prenaient, c'était les petits sandwichs, les machins, etc. Paf, sur les tableaux, tiens, on va ranger, on va te rendre service. Ils étalaient ça sur la peinture, ils poussaient leur fameux cri de guerre, ils couraient partout, les gens étaient terrorisés, les bourgeois qui étaient là et tout. Et le vernissage était complètement déglingué et basculé parfois dans un autre sens, c'est-à-dire que ça devenait carrément marrant, les gens commençaient à déconner, etc. Quand on regarde leur attitude, on se dit « Waouh, quelle
quelle liberté, quelle audace. Et moi, surtout, je rajouterais quel panache. C'est-à-dire qu'on est, à mon avis, dans un dandysme absolu, quoi. Vraiment, on est dans... on choque les gens, mais on choque avec style. Sex and drugs and rock and roll. Pour moi, les années 70, c'est les montagnes russes. C'est une décennie où on est comme dans un shaker. Et c'est aussi des creux de vague et des moments de pure folie, hystérie. C'est une décennie dangereuse. C'est une décennie à double tranchant. C'est une décennie où on ne sort pas forcément en pleine forme ou vivant. 72, c'est une époque de creux de vague terrible, parce qu'il y a eu 68 qui a été une folie, il y a eu 69 qui a été, en plus d'être une année érotique, qui a été une année où on était dans les expériences de toutes sortes. 70, la musique est insensée, les pop stars meurent, enfin, ça bougeait énormément. Et 71, il y a eu un creux. Tous les jeunes partaient en communauté. Et les boîtes s'attristaient, se vidaient. Il n'y avait pas de grandes boîtes, il y avait que des clubs à l'époque. Les grandes boîtes sont arrivées plus tard. Donc, les bandes d'amis énormes, jeunes et tout ça, c'est arrivé en 72. Avec les gasolines. L'ambiance est retombée. Par exemple, je peux aller dans certaines boîtes de nuit, hippie chic, on peut appeler ça, qui ont fermé. Enfin, il y avait une sorte de désillusion. Enfin, c'était la fin de quelque chose. Et à ce moment-là, disons que les gays ont pris le relais, on peut le dire. Parce qu'il y a eu un moment où les seuls endroits qui restaient à Paris où c'était la fête, c'était les endroits gays. J'ai aidé aussi à les déclencher, ces gasolines, parce que ces gasolines, à la base, c'était des étudiants, c'était des jeunes, ils avaient 20 ans. Moi, j'avais quand même déjà 6-7 ans de plus qu'eux. Ça ne se voyait pas, j'avais l'air d'une enfant, bien sûr. Mais ça les fascinait, et donc j'étais un peu leur mascotte. D'ailleurs, Hélène Azera était la première personne que j'ai rencontrée dans ce creux de vague dont je vous parlais tout à l'heure, que je venais de vivre, où rien ne se passait, où physiquement j'étais très très mal, parce que j'avais abusé des choses dans les années 70-71, que j'avais essayé de me soigner, etc., que je m'en sortais à peine. Et j'avais des amours tumultueuses aussi, et ténébreuses. J'ai beaucoup souffert ces années 70-71. Et 72 est apparu... est apparue une personne charmante, très jeune. Je prenais un café avec une journaliste très connue qui s'appelait Katia Kopp, qui écrivait pour le Nouvel Obs. Et est arrivé ce personnage. Et je suis tombée sous le charme. Et puis... cette personnage m'a fait une cour énorme en même temps, il faut dire, parce que pour que je tombe sous le charme, il faut qu'on me charme d'abord. Et donc, ça a été le début d'une amitié. Cette personne, évidemment, c'est Hélène. Et Hélène a voulu m'aider parce que elle voyait bien que je n'allais pas très bien. Et j'habitais dans un squat avec des hippies. C'était vraiment un souvenir assez glauque. Et Hélène me dit mais attends, je vais te présenter Marc Rénal, et qui a un appartement à la montagne Sainte-Geneviève. Je suis sûre qu'il va te donner une chambre dans son appartement, tu seras beaucoup mieux, tout ça. Donc c'est un peu une fratrie que je rencontrais. Hein. À mon avis, c'était pas si nombreux que ça. Hein. Vraiment, l'équipe elle-même, ça devait être peut-être une douzaine de personnes, pas plus. Hein. Je les ai trouvées, folles, mais intéressantes, parce que dans toute cette bande, il y avait quand même
Il y avait des gens brillants, il y avait des gens qui avaient des talents littéraires, il y avait Michel Cressol, plus tard, il y avait Maud Molineux, Ockinghem, des Copies, tous ces gens-là. C'était des gens d'une intelligence exceptionnelle. Et encore une fois, parmi les plus brillants ou brillantes d'entre elles, il y avait Hélène Azera, qui est un être, une grande duchesse, un être extraordinairement précieux, intelligent et lucide en plus. Et il y avait aussi quelques filles, ce qui est assez étonnant. Il y avait Paquita qui était également vraiment une grande énergie vivante. Maud Molineux, par exemple, n'avait rien d'un militant pour la cause de l'homosexualité. Alors ça, je pense que c'était pas du tout son affaire. Même si, voilà, le phare, même si les gasolines, même si des actions comme ça, pourrait faire penser le contraire. Maud Molineux, par exemple, on nous a souvent dit que quand on disait à Maud Molineux, Maud, es-tu homosexuel? Il disait, non. Es-tu gay? Il disait, surtout pas, surtout pas. Il détestait ce mot qui justement gommait un peu les différences. Il disait, surtout pas. Es-tu pédé? Il disait, non, mais non. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire. Quelqu'un comme Maud Molineux, et même, on peut l'étendre jusqu'à Marie-France, bien sûr. Quelqu'un comme Maud Molineux, c'était quelqu'un qui s'habillait uniquement aux puces, avec des vêtements choisis dans les années 30, des vêtements dont il pouvait vous citer la moindre matière, la matière du bouton, la matière du col, enfin voilà, et qui sortait comme ça dans la rue. On pouvait dire oh, c'est un outrage de sortir comme ça dans la rue, mais lui pouvait vous dire aussi, moi ces vêtements je les connais par cœur, je les ai choisis parce que c'est toute ma vie. Un garçon d'une culture extraordinaire, extrêmement raffiné, capable d'avoir une langue de vipère quand ça lui plaisait, comme d'être charmant quand il en avait envie aussi. On a commencé à photocopier tout ce qui pouvait être signé Maud Molineux ou Louella Intérim, puisque c'était son deuxième pseudo, Maud Molineux pour la mode, Louella Intérim pour le cinéma. Ça a été un choc quand même, le style très, très littéraire, très précis, très pur, ces grandes phrases déliées qui n'ont rien de journalistique, mais qui ont tout de littéraire, qui sont vraiment la littérature, et surtout le style mêlé à l'érudition, le style plus l'érudition. Il y avait à cette époque quand même toute l'équipe à Michel Cressol et à Guy Ockinghem, qui étaient deux célèbres philosophes intellectuels qui avaient plein pouvoir sur Libé. Et Libé était quand même le journal de l'époque. Tout le monde ne pouvait pas ne pas lire chaque jour. Et donc, quand Guy Ockinghem ou Cressol parlaient, c'était une page entière, et ils étaient évidemment très très proches de toute la clique, là. C'est Michel Cressol qui l'a fait rentrer à Libération. C'est arrivé prenant racine surtout dans le phare, dans le mouvement du phare. On parle d'un journalisme qui n'existe plus. On parle du journalisme de Libération des années 70-80. Un journalisme où quelqu'un comme Maud Molineux peut écrire une phrase qui débute en haut d'une colonne et finit en haut de la deuxième colonne. Vous voyez, un journalisme qui n'est pas basé uniquement sur l'information, qui est basé sur l'information et le style. C'est le plus grand écrivain de la mode après Proust et Mallarmé, ou quand Mallarmé écrivait sur la mode. Parce que c'est fouillé, parce que c'est ultra respectueux et parce que ça veut dire quelque chose sur le vêtement, mais pas quelque chose de sociologique. C'est pas du tout ce qu'on a connu par la suite quand dire ah, le jean c'est l'apanage des... Non, pas du tout. Quand on a envie de parler de Maud Molineux, on a envie de rattacher ça au dandysme au 19e siècle, on a envie de rattacher ça à Hollywood, parce que la grande époque d'Hollywood années 40, parce que Maud Molineux était fascinée et très influencée par cette période-là. Mais il ne faut pas oublier que Maud Molineux, par exemple, en tant que critique de cinéma, a écrit sur l'actualité du cinéma. Quand le film de science-fiction Blade Runner sort, elle écrit sur Blade Runner et elle dit tout le bien qu'elle pense de Blade Runner. Quand Manuel de Oliveira fait un film, elle écrit sur la dernière sortie de Manuel de Oliveira et elle dit c'est un cinéaste capital. Quand le jeune cinéma philippin essaye d'émerger, c'est Maud Molineux qui fait un grand article sur le cinéma philippin et qui dit c'est un cinéma important. Donc ça n'est pas du tout quelqu'un de nostalgique ou de bloqué dans le passé. Quand on ne savait pas, on appelait Maud. Comme les gens maintenant tapent sur Google, vous savez qu'on tape sur Internet pour rechercher un renseignement, ça n'existait pas à l'époque.
ils appelaient Maud Molineux en disant « Dis donc, est-ce que tu connais ce poète chinois ?» et voilà. Donc c'était vraiment quelqu'un d'assez éblouissant pour ça. Michel Cressol l'a senti très vite. C'était quelqu'un qui a mûri une sorte d'œuvre pendant toute sa vie sur ses fascinations d'enfance, le vêtement, le cinéma hollywoodien, puis qui a su régénérer ça en regardant le cinéma actuel, la littérature actuelle, qui était capable d'aller lire l'anthologie de la poésie chinoise, parce qu'elle pensait qu'il y avait quelque chose à aller fouiller de ce côté-là. Tout le monde a des souvenirs de moments très drôles avec elle, de beaucoup de panache aussi, parce qu'elle était capable comme ça de fulgurance, et ce qui va avec l'humour, un grand sens de la vacherie. Elle trouvait toujours la petite vacherie adressée à quelqu'un, ce qui était quand même dans une rédaction comme il faut se remettre dans la rédaction de Libération des années 70-80, quand même de forte personnalité, ça c'est le moins qu'on puisse dire, et donc il fallait quand même manier la répartie pour se faire une place, et il paraît qu'elle était le maître incontesté de la répartie. Il y a plusieurs versions sur le départ de Maud de Libération. Bon, il y a déjà un fait qu'il faut reconnaître. Maud écrivait de moins en moins à Libération, donc faisait de moins en moins d'articles. On est dans les années 80, le journalisme prend un peu une autre tournure, et donc un électron libre comme Maud Molineux, c'est difficilement gérable, de plus en plus difficilement gérable. Et là vous avez deux versions dans les souvenirs des gens. Soit on l'a poussé dehors en lui disant petit à petit « bon, allez, va dehors », soit à un moment, il y a une histoire qui dit que c'est Serge Daney, qui dirigeait le cinéma Libération, qui allait lui parler et qui lui a dit « ça ne peut plus durer, il faut que vous partiez ». Et Maud aurait répondu, alors tout ça est au conditionnel, aurait répondu « j'attendais que vous me le demandiez ». Si elle avait décidé de dire « tiens, je vais jouer… je vous dis n'importe quoi, la vieille dame à Cariâtre, et puis on l'aurait identifiée comme telle, et on en aurait fait une petite rubrique, ou on en aurait fait un personnage. Ça, peut-être qu'elle aurait trouvé une place dans une rédaction, dans une rubrique télé, je ne sais quoi. Elle n'a jamais voulu faire ça. Ça l'aurait peut-être sauvé d'inventer un Maud Molineux de pacotille sur lequel on aurait pu mettre homosexuel ou original, ou voilà. Non, Maud Molineux, elle n'allait pas jouer ce jeu-là. Certains disent elle, d'autres il. C'est absolument impossible à trancher, à accorder. Vous n'accordez pas le verbe. Enfin, vous êtes toujours pris entre les deux. C'est surtout par époque, et ça vous permet surtout souvent de dater des gens. C'est assez amusant comme approche un peu historique. Vous savez que quand quelqu'un dit la Maud, on est plutôt à l'époque Libération. Voilà, c'est qui était vraiment son surnom. Les anciens journalistes de Libération disent la Maud. Voilà. Et après, vous savez que quand quelqu'un en parle au masculin, on est peut-être sur un proche qu'il a connu avant, en étant plus jeune. Voilà. Donc c'est assez intranchable. Et d'ailleurs, c'est une des questions les plus fascinantes quand on parle de Maud Molineux. Chercher quelqu'un d'aussi hors norme dans la presse actuelle, ça n'est pas possible. Et alors j'ajouterais d'aussi hors norme et d'aussi sincère. Parce que c'était pas l'originalité pour être original. Il ne s'agissait pas de s'habiller en femme pour choquer qui que ce soit. Pas du tout. C'était une vraie sincérité. Au cœur de la personnalité de Maud Molineux, il y a une ambiguïté profonde et qu'elle n'a jamais voulu nier. Je pense que le grand courage, et ça je crois qu'on pourrait le dire de beaucoup de personnes qui étaient dans les gasolines, ce sont des gens qui n'ont pas voulu nier ou régler cette ambiguïté, ce problème-là. Ils n'ont jamais voulu dire à un moment, voilà, quelqu'un comme Molineux, il n'a jamais dit « oui, je suis gay et je revendique ». Non, il savait qu'il était comme ça, il n'a jamais réglé ce problème-là, mais il l'a toujours assumé publiquement. Les Gasolines, c'est un groupe qui a rassemblé des individualités très fortes. Moi, je connais plus l'histoire de Maud Molineux, Hélène Azera, bien sûr, et quelqu'un de complètement, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot que fascinant, que Marie-France, qui est un personnage incroyable, une artiste qui a peu d'équivalent dans le monde artistique français. J'ai compris à mon adolescence qu'en fait, mon rêve, c'était d'être dans la lumière, d'être au cinéma et de chanter. La première qui m'a fait rêver, mais là, je parle de mon adolescence, de mon enfance, c'est Bardot. Bardot a apporté de la lumière dans ma vie quand j'étais à Oran, enfant. Et ensuite, la première star qui m'a inspirée, c'était quand même Marlène Dietrich. Bien que j'ai rencontré dans les années 60 deux garçons américains qui, eux,
trouvait que j'étais le sosie de Jean Harlow. Alors il m'avait fait platine, maquillée comme elle, et il me disait, mais si tu te balades comme ça à New York, les gens tomberont à la renverse. Parce que j'étais vraiment Jean Harlow. Mais après, j'ai découvert Marlène dans ses films des années 30, et là, ça a été une vraie révélation. Elle m'a inspiré énormément dans son look. Je me suis habillée comme ça pendant très longtemps avec des robes des années 30, et j'avais vraiment le style de Marlène. Des sourcils dessinés au milieu du front, les cheveux crantés. Je jouais beaucoup là-dessus. Et j'ai fait mes débuts au cabaret, d'ailleurs, avec ces inspirations, avec justement Marlène en tête. Il y en a une autre qui s'est pointée très peu après, et un peu en forçant la porte, si je puis dire. Il y a un metteur en scène de cabaret qui voulait monter une revue avec moi, mais qui m'a demandé d'incarner Marilyn. Ce à quoi je refusais, parce que j'étais Marlène dans l'âme, et Marilyn, je sentais pas trop, parce que je la trouvais tellement pulpeuse. Moi, j'étais blanche, livide. C'est vrai que je menais une vie à l'époque qui m'aidait à avoir ce teint très pâle. Je mangeais presque pas et tout ça, mais ça, c'est une autre histoire. C'était un petit peu la condition d'accepter un contrat, c'était d'incarner Marilyn. Donc, et puis alors, ils étaient très encourageants. Mais tu vas voir, tu vas être divine, tu vas être très Marilyn, tout ça. Enfin bref, j'ai fait Marilyn. Ça a plu énormément tout de suite. Et moi, je me suis intéressée à elle immédiatement, parce que ça collait tellement entre elle et moi. Et puis même les gens autour de moi, les gens étaient fascinés. Plus tard, la presse. On m'avait présenté Langlois. Donc Langlois était un peu sous le charme, et il était très, très gentil avec moi. Il m'avait dit, si tu veux voir des films de Marilyn, je te donne la petite salle en haut de la Cinémathèque. Si tu veux... Voilà, parce que tout d'un coup, je voulais voir tous les films de Marilyn, lire toutes les biographies de Marilyn, etc. Alors, elle a compté énormément pour moi. Et j'ai fait Marilyn, et aussitôt... On m'a proposé des choses très intéressantes. Voilà, des cabarets prestigieux, et des numéros avec des boys, des vraies mises en scène, et tout ça. Donc je le faisais avec amour, cet hommage à Marilyn. Je me suis prise au jeu, et j'étais Marilyn à la ville et à la scène, pour le coup. Parce que il était hors de question que je mette une perruque. Je voulais être platine, et je voulais m'amuser, je voulais rentrer dans la peau de ce personnage, et qui me touchait terriblement, et voilà, ça a été une réussite. Marie-France, à mon avis, était moins gasoline que Marie-France. Elle était elle-même, elle a toujours été un être d'une exquise joliesse à tous les niveaux, dans son comportement, alors que les gasolines n'hésitaient pas à se vautrer dans une grossièreté très calculée. Je pense que Marie, dans l'ensemble, évitait trop de se salir le bout de ses jolis doigts. Je fréquentais les gens de droite, si je puis dire, puisque l'Alcazar et tout ça, c'était tenu par des gens de droite. Faut pas oublier qu'on est en 72. Et donc, et en même temps, tous mes nouveaux copains, mes amants, mes petits copains, tout ça, sont tous de gauche, mais activistes, parce qu'à l'époque, on est très impliqués, on est politisés. Donc, j'étais toujours prise entre deux feux, entre mes copains qui étaient révolutionnaires de gauche, et qui qui menaient une vie très très rude comme ça, où il fallait courir, où on avait une espèce de boulimie, de voir des choses, et puis en même temps, entre le confort des gens de droite qui vous faisaient travailler et qui vous invitaient dans des endroits, dans des palaces, et le champagne et tout ça, et donc j'étais toujours entre ces deux mondes. C'était pas évident à gérer, parce que
parce que, par exemple, dans les spectacles où je travaillais, je souhaitais que mes amis viennent me voir. Ils voulaient venir me voir parce qu'ils étaient fans. Mes amis étaient des fans à la base aussi. C'est vrai, ils étaient admirateurs et ils me supportaient. Et surtout, toute cette bande de Gasoline et d'Intello de l'époque. Et donc, moi, ce qui m'attristait, c'est que je faisais ce spectacle et que mes amis de gauche ne pouvaient pas en profiter. Donc, s'il y avait toujours des conflits, parce que je voulais qu'ils rentrent, et non seulement je voulais qu'ils rentrent, mais je voulais qu'on les invite. Mais à l'époque, il y avait la guerre entre les gens de droite qui buvaient de l'alcool et les gens de gauche qui fumaient des pétards et qui avaient des cheveux longs. Donc c'était deux mondes qui s'affrontaient comme ça. Alors Jean-Marie Rivière, très souvent, me dit « Mais qu'est-ce que tu m'emmerdes avec tes gauchistes là ?» et tout ça. Donc il les recevait pas. Moi, je piquais des crises, je m'engueulais avec lui, on se fâchait. Voilà, c'est magnifique et en même temps très dur. Dans l'histoire des Gasolines, puis ensuite dans celle de Maud Molineux, que je connais un peu mieux, je pense qu'on est à chaque fois obligé de dire « oui, mais ». C'est-à-dire qu'on est obligé de dire « post-68 art » ? Sans doute, mais... Parce qu'on n'arrivera jamais à les mettre dans une case. Ne serait-ce que parce que toutes les Gasolines sont très différentes, ne serait-ce que parce qu'il faut compiler plein d'éléments de contexte. Post-68, la place de l'homosexualité en France à cette époque, une fascination dans le cas de Maud Molineux et sans doute de plein d'autres pour le dandysme 19e, les années 70, la vie nocturne, les boîtes de nuit qui commencent vraiment à devenir quelque chose à Paris, et vous compilez tout ça. Alors sans doute que mai 68 a son rôle à jouer là-dedans, mais je ne crois pas que ce soit la seule à lui mettre de la mèche. La chose négative de ces années-là, c'est que il y avait beaucoup de drogues très dures. Je parle avant les Gasolines, parce que les Gasolines, oui, les Gasolines à la limite, prenaient un verre de champagne avec un Mandrax pour être un peu plus délirante. Mandrax qui est un somnifère, donc somnifère à alcool, vous imaginez ce que ça peut donner, plus leur délire naturel. Voilà. Mais avant ça, il y avait ce qui a déferlé sur Paris, c'est quand même les drogues très très dures. Mais on prenait ça comme une fête à l'époque, c'était pas du tout désespéré de notre part de toucher à ça, c'était une fête. Mais il y a eu des pièges après, forcément. Donc voilà, trop de fêtes, addition très lourde. On commence à rentrer dans une époque où le rêve hippie se casse la figure, les grandes espérances nées de 68, et en ça je pense que les Gasolines ne sont pas des enfants de 68, parce qu'elles ont un côté désenchanté aussi sur certains aspects. Alors peut-être pas les Gasolines, mais le mouvement par la suite, en tout cas les individus par la suite, c'est qu'à la fin des années 70, le monde devient plus dur, la crise se profile, le monde devient plus sombre, la drogue est plus dure, c'est pas une drogue festive, le est fini, et on rentre dans quelque chose de plus dur, et donc, on a quand même la leçon qu'on peut retirer de ces gens-là, c'est qu'ils ont, et on peut la retirer pour nous, on est en pleine période de crise, qu'a fait cette génération 76-83, ils ont fait la fête comme jamais. Ils ont fait la fête comme jamais, ils ont été créatifs comme jamais, enfin comme dans peu d'époques. Quelque part, c'est ce moment-là qui est très intéressant. L'époque commençait à devenir vraiment oppressante. Et ils en ont tiré cette énergie créative. Bon, ce qu'ils ne pouvaient pas savoir, c'est le mur du sida qui attendait derrière. Ça, effectivement, ça a été un grand drame. Finalement, les années 70 et 80 étaient assez comme ça bouchées sur pas mal de sujets. C'était pas la grande liberté. Mais sur plein d'autres choses, était assez tolérante finalement. Donc à la fois vous aviez envie de faire voler les murs et puis dire allez on change tout, et en même temps c'était possible de le dire. Il y a eu, si vous voulez, un basculement entre cette période qui était la période 70-75 par là, où il y avait donc encore des freaks, et tout d'un coup est intervenu un événement qui m'a beaucoup marqué, qui a été l'arrivée en groupe à Paris
de provinciaux très branchés et très intelligents, très lucides, qui se foutaient éperdument d'être PD ou pas PD, et qui venaient pour la plupart de Nantes, d'ailleurs, c'est assez curieux. Et c'est devenu un groupe, comme moi j'habitais d'ailleurs dans les Halles, Philippe Morillon habitait un peu plus loin de chez moi. Enfin bref, on s'est retrouvés tous ensemble et on est devenu ce qu'on a appelé la bande des Halles. Et la bande des Halles n'était plus du tout les Freaks. Eux, radical, cassure totale, intervention de Lou Reed, son premier concert à Paris, et révélation tout d'un coup, c'est-à-dire que jean bleu marine foncé, basket blanche, t-shirt sans manches, noir, cheveux courts, blonds, décolorés, nets, carrés, limpides, urbains. Et tout d'un coup, la lucidité urbaine vient remplacer ce mouvement freaks qui était lui-même le remplacement du mouvement hippie. Hein? Donc, quand on situe un peu les choses. Et là, ça a été une cassure. Enfin bon, il y a eu tout un micmac. Donc le passage a été difficile, mais c'est fait quand même en douceur parce que la communion, et qu'à la limite, ça m'allait beaucoup mieux d'être avec ces mecs-là qu'avec des freaks complets. J'étais moi-même ayant toujours été demi Jean Foutre et demi commerçant à succès, il m'allait bien. Et donc je me suis lancé dans la mode à cette époque-là. J'ai créé une ligne de vêtements pour rester près d'eux. Et on s'est retrouvé avec toute une équipe comme ça, dans laquelle est resté Paquita, Maude, et quelques personnalités des gasolines qui ont en quelque sorte eux aussi franchi cette vague un peu. Comme des surfeurs, vous voyez, et se retrouver sur une autre énergie qui était plus vivifiante, peut-être plus lucide, plus péchue, plus drôle. Il y a à la fois la crise, la créativité et aussi ce qu'était Paris. Alors moi, l'ayant pas connu, parce que j'étais en province à cette époque-là, la ville que pouvait être Paris à l'époque, une ville qui n'était pas étouffée par l'immobilier, étouffée par le marché immobilier, où les gens pouvaient vivre dans Paris, et des gens comme Maud Molineux, comme toute cette bande, comme la bande du Palace, des jeunes pouvaient vivre dans Paris, sortir dans Paris. Je pense que là, on vit un moment, New York a un peu vécu ce moment-là à la même période à peu près, on vit un moment assez exceptionnel d'une capitale qui, à mon avis, c'est pas très exagéré de comparer ça à un moment comparable aux années folles. C'était un groupe parisien, hein, vous voyez ce que je veux dire. Je crois que les gasolines n'ont pas fait beaucoup de bruit à Montpellier ou à Bordeaux ou à Marseille. C'était un groupe très parisien, très branché au sens de l'époque, voilà, dans un milieu un peu d'avant-garde comme ça. Les gasolines, ensuite les bandes qui traînaient au Palace, qui, si vous voulez, auraient beaucoup de difficultés à être dans Paris actuellement, économiquement, socialement. Et à cette époque, c'était possible. Et c'était des gens qui, de toute façon, étaient viscéralement parisiens. Ce qui s'est passé de terrible, à mon goût, c'est qu'au bout de quelques années, il aurait tombé deux trucs sur la gueule qui sont impitoyables. Le premier, qui est le moindre, c'est la c'est-à-dire que tout d'un coup, on est passé du pétard à la shooteuse et à la pure. Et là, moi, je me souviens combien de fois j'étais en train de conduire ma bagnole et je regarde dans mon rétroviseur et tout d'un coup, je vois derrière briller discrètement l'éclat de quelques aiguilles dans les bras des potes qui, sachant que je n'aimais pas ça, m'en proposaient plus et se shootaient en cachette à la shooteuse. Donc, redoutable. Mais ça n'a pas été le pire, ce qui leur est arrivé. Ce qui leur est arrivé de pire, tout d'un coup, c'est qu'ils se sont fait tomber dessus par les têtes chercheuses des grandes fortunes. On leur a proposé de devenir les porte-étendards de la branchitude friquée. Et donc, la mondanité leur est tombée sur la gueule. Avec entre autres le Palace et des endroits comme ça. Et tout d'un coup, tous ces gens-là qui lançaient des pavés en 68 se sont mis à bouffer des petits fours et des coupes de champagne. On est passé à côté d'une autre ville qui aurait pu se réaliser. Parce que cette équipe-là, la bande des Halles, on n'était pas 12 là, on était 200. Et pas des moindres.
étaient des gens tellement intelligents, tellement brillants, tellement malins, tellement tous... Ils pouvaient faire des choses, ils étaient urbains, ils étaient conscients. Bon, ils sont camés. Déjà, ça n'a pas arrangé les choses. C'était un autre mouvement, une autre idée, et les gasolines étaient, à mon avis, du passé. C'est devenu comme une sorte de fleur qui s'ouvre, et peut-être c'est ça qui les a aussi tout d'un coup un peu désemparés, c'est qu'ils avaient peut-être moins de choses à combattre, je ne sais pas. Enfin, ils sont un petit peu éparpillés, et personnellement, je suis resté en contact surtout avec Paquita, puisque Paquita a eu une action très importante à Paris, dans le milieu de la nuit, en étant en particulier plus ou moins directrice du Palace pendant des années. À partir de 76, par là, 77, ils faisaient partie du passé, et ils ont été remplacés justement peut-être par des garçons comme Didier Lestrade et des mecs comme ça qui ont pris les choses vraiment politiquement en main et qui ont dit « Nous, on veut être totalement libérés de tout préjugé contre notre liberté de faire ce qu'on veut de notre vie, de notre sexe, de nos goûts. On emmerde tout le monde, il ne faut pas qu'on nous fasse chier. » Et eux, ils ont arrêté de rigoler, quoi. Donc ils ont arrêté de se balader avec de l'éther dans le nez, les machins, et c'était des garçons organisés. Ils ont fait le Front de Libération, ils ont fait la Gay Pride, ils ont petit à petit arrivé à faire élire Mitterrand. Et donc, à partir du moment où Mitterrand a été élu, il s'est passé beaucoup de choses pour libérer la société de ses préjugés et de ses règles. Il y a une filiation qui est évidente entre le mouvement des gasolines et la marche d'aujourd'hui, même si c'est pas toujours très évident pour tout le monde. Le sens premier des marches, que ce soit à Paris ou en région, et d'ailleurs c'est encore plus important en région, c'est cette notion de visibilité. Alors à travers cette visibilité, on interroge aussi la norme. Interroger la norme, le poids des normes, la norme hétérosexuelle, hétérosexiste, on pourrait dire, de notre société, c'est aussi l'objet de ces marches que certains peuvent trouver exubérantes, mais justement, c'est d'interroger cette norme, un peu par la provocation aussi pour certains, mais voilà, c'est de donner finalement cet espace de liberté, de prendre la rue. On considère que cette journée, la rue est au LGBT. Donc la visibilité, interroger la norme et puis évidemment revendiquer. Ça me paraît être essentiel. On passe de la revendication sur la visibilité, sur le droit d'exister tel que l'on est, à une revendication peut-être plus institutionnelle, mais plus sur les droits, le fait d'avoir les mêmes droits que les autres. Alors certains pourraient dire que du coup le mouvement LGBT aujourd'hui cherche plutôt à rentrer dans cette norme puisqu'on réclame, puisqu'on demande le mariage, on demande la reconnaissance de toutes les familles, etc., etc. Et donc finalement ça reste aussi des institutions qui étaient dénoncées au départ par les mouvements homosexuels, mais pour autant ça traduit aussi une évolution des mentalités de la société parce que plus acceptées, les LGBT aussi demandent aujourd'hui à ne pas avoir de traitement différencier vis-à-vis des autres et d'avoir tout simplement les mêmes droits. Et quand justement on met en avant cette question du mariage, du droit au mariage pour les couples de même sexe, certes on veut avoir le droit de se marier, mais aussi le droit de ne pas se marier. Et poser pareil cette question du mariage à des hétéros, il y a plein d'hétéros qui veulent pas se marier. Et c'est pas pour autant qu'on va interdire le mariage aux hétérosexuels. Donc voilà, il y a toute une série de revendications et de discours qui font qu'on demande aujourd'hui tout simplement à avoir cette liberté de choix qu'on n'a pas, liberté de choix sur comment est-ce qu'on souhaite organiser notre vie. Le message qu'on a aussi à faire passer, c'est un message de non-jugement, c'est-à-dire qu'on n'a pas à juger quel est le bon ou le mauvais comportement en société ou pas d'ailleurs. Donc c'est aussi ce message-là qui est véhiculé par la marche. Et le fait qu'on mette un focus peut-être sur sur une forme d'exubérance plus importante de tel ou un tel. Moi, j'ai pas à juger ça, et au contraire, je pense qu'il faut le montrer justement parce que, chacun doit pouvoir être libre de vivre sa vie comme il l'entend, de la vivre au grand jour, et on n'a pas à nous expliquer à qui que ce soit qu'il faut rentrer dans une case, qu'il faut se comporter comme ça, qu'il y aurait une homosexualité normale et une homosexualité plus, exubérante, déviante, etc. Tout
ce que vous voulez. Non, justement, tout le monde a sa place dans cette société. Tout le monde devrait avoir sa place dans cette société. C'est ce que notre marche revendique. Je pense que les gasolines sont un mouvement culturel. Elles sont des perles de patrimoine. Elles m'ont toujours été présentées comme des personnes qui avaient un savoir extraordinaire dans le domaine dans lequel elles excellaient. Je pense sincèrement qu'ils sublimaient leur engagement et qu'ensuite, effectivement, cette attitude a fait converger des individus exceptionnels. On voit leur parcours d'ailleurs. C'est pour ça que je pense que quelquefois il y a une hésitation à parler de leur histoire dans le mouvement homosexuel parce qu'elles sont maintenant respectées et reconnues. À partir de cette revendication, ce groupe a su en faire un moment quasiment esthétique de dandysme. C'est aussi tout un mouvement de fierté d'être ce qu'on est, d'affirmer pas forcément une identité, mais la liberté d'être ce qu'on est.